Économie le max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, Israël, nouvelle Eldorado pour grande fortune. Gros plan dans cette édition sur les investissements du russe Roman Abramovich. 9 milliards de dollars de fortune personnelle et déjà une trentaine de millions placés sur les pépites de la haute technologie israélienne. Pourquoi une telle confiance? Reportage dans quelques minutes. Et puis avant cela, nous irons en Malaisie, rideau sur le 26e sommet de l'ASEAN. En pleine croissance, l'Asie du Sud-Est étale ses ambitions, un marché unique et 2500 milliards de dollars de PIB annuel. Les 10 pays membres affichent aussi leur union face aux prétentions de Pékin en mer de Chine. Quel est leur vrai poids? Le point sur ces perspectives dans un instant. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. On débute par un tour d'horizon en images de l'actu économique internationale. Un point d'abord sur la situation au Népal, 3 jours après le terrible séisme qui a coûté la vie à plus de 4000 personnes. Alors priorité toujours aux opérations de recherche et de secours, à la fourniture aussi d'abris d'urgence ou d'eau potable. Et l'aide humanitaire et financière afflue des 4 coins de la planète, y compris, on l'a vu hier, d'Israël. 10 millions de dollars promis hier par Washington, 8 de la part de Tokyo et 3 pour l'Union européenne. Mais les dégâts subis par les rares infrastructures entravent l'acheminement de cette aide. Tout dépendra des sommes d'argent qui seront disponibles et de la position du gouvernement népalais. Le Népal est un pays très pauvre et acheminer l'aide sera très difficile. Il y a non seulement l'hébergement, mais aussi les moyens de subsistance des populations à long terme. Donner une maison à quelqu'un est insuffisant si elle ne peut pas travailler. On reparle du conflit ukrainien avec hier à Kiev un sommet Ukraine-Union européenne. Alors difficile de mettre de côté la récente escalade de violence entre les séparatistes pro-russes et les soldats ukrainiens dans l'est du pays. Du coup, Bruxelles pourrait prolonger ses sanctions économiques contre Moscou, faute de cessez-le-feu. En parallèle, ce sommet avait tout de même pour but d'approfondir les liens commerciaux entre l'Europe et Kiev avec l'ouverture prochaine d'une zone de libre-échange. Je me dois de confirmer que la Commission européenne et le Conseil européen souhaitent voir l'accord de libre-échange avec l'Ukraine entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Certains voulaient un report, mais nous ne pensons pas que cela serait une sage idée. Du nouveau dans le dossier de la dette grecque, Alexis Tsipras entend donner un second souffle aux négociations entre Athènes et ses créanciers européens. Le Premier ministre grec espère un accord au plus vite pour obtenir le déblocage de fonds vitaux pour son pays à 2 pas de la faillite. Et c'est Yanis Varoufakis, le très médiatique ministre des Finances, qui devrait faire les frais de ce virage avec la nomination d'un nouveau coordinateur pour les pourparlers. Yanis Varoufakis se dit isolé au sein de l'Eurogroupe. Le Premier ministre espagnol dément. Il faut faire attention à ce que l'on dit. Je ne vais pas entrer dans le débat sur ce qu'a dit M. Varoufakis. Mais ce n'est pas vrai. Personne ne hait la Grèce, ni M. Varoufakis, ni quiconque. Je comprends que parfois les gens aiment dire les choses, y compris moi-même, mais il est aussi important de savoir garder le silence. En bref, en France, au lendemain de la publication des chiffres du chômage avec la barre des 3,5 millions de demandeurs d'emploi franchis en mars, eh bien, la Banque de France estime que la croissance l'an prochain pourrait dépasser les prévisions. Plus de 1,5% donc d'après Christian Noyer, son gouverneur, à condition toutefois selon lui que de nouvelles réformes soient mises en place. Et autre chiffre, la croissance britannique qui déçoit pour le premier trimestre, plus 0,3% et une progression sur un an de 2,4%. Un mot aussi d'un pays dont on parle assez peu. En Colombie, des milliers d'enseignants de la fonction publique réclament des hausses substantielles de leur salaire. Ils en sont à leur 6e jour d'une grève illimitée. Le gouvernement n'entend pas céder. 9 millions d'élèves sont déjà affectés. Nous négocions avec le gouvernement qui nous dit qu'il va augmenter nos salaires de 10%. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une hausse sensible et aussi aborder la santé, qui est un vrai problème pour nous. Et puis Apple n'en finit plus d'engranger les records. Au premier trimestre 2015, la marque à la pomme a de nouveau profité du succès de son iPhone 6, plus 33% pour le bénéfice net à 13,6 milliards de dollars, plus 27% pour le chiffre d'affaires, 58 milliards. On est au-dessus des attentes. En 3 mois, Apple a vendu 61 millions de smartphones et surtout les revenus en provenance de Chine ont littéralement explosé.
Plus 71% en Chine, c'est tout simplement phénoménal. En gros, le marché chinois est devenu plus important que le marché américain. Or, ce marché chinois reste encore en grande partie inexploité. C'est un marché de croissance. En Asie, si on regarde la Chine et l'Inde, Apple y fera à long terme de plus gros scores qu'aux États-Unis. Allez, l'heure du bilan pour les 10 pays qui composent l'ASEAN. Dimanche et lundi, ils étaient réunis en sommet à Kuala Lumpur. Alors, une communauté d'Asie du Sud-Est économiquement hétéroclite, puisqu'on y trouve Singapour, les Philippines, aux côtés du Cambodge ou du Laos. Vont-ils parvenir à accélérer leur intégration économique et faire fructifier une croissance prometteuse? Le potentiel est là, les défis également, comme nous l'explique Johanna Citruc. Accompagné de sa femme, le Premier ministre malaisien les attendait sur le tapis rouge. Les dirigeants des pays de l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Ils se sont réunis le 26 et 27 avril à Kuala Lumpur. Au menu des discussions, Pékin, accusé de vouloir prendre le contrôle d'un archipel en mer de Chine méridionale, une zone également revendiquée par plusieurs autres pays. Les récents développements ont créé des inquiétudes au sujet de la mer de Chine méridionale, étant donné l'importance de ces voies maritimes pour le commerce international. Il est normal que tout événement là-bas attire l'attention de tous. Et l'ASEAN doit y répondre d'une manière à la fois proactive et positive. Également évoqué lors de ce sommet, la reprise des négociations en vue d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne. C'est le deuxième partenaire commercial de l'ASEAN, avec en 2014 un volume d'échange de près de 250 milliards de dollars. Mais le sujet le plus attendu était sans doute celui de la communauté économique de l'ASEAN. Un marché unique où les biens, services et capitaux pourraient circuler librement. Le projet, lancé en 2007, devrait être mis en œuvre avant fin 2015. À la suite de nos discussions approfondies, il est clair que nous faisons des progrès solides vers la mise en place de la communauté de l'ASEAN d'ici la fin de cette année. C'est une étape très importante dans l'histoire de notre propre organisation. Et nous devons nous assurer que tous les efforts seront mis en œuvre vers la poursuite de cet objectif. En 2013, les pays membres de l'ASEAN ont cumulé un PIB de plus de 2,3 billions de dollars. Et d'après l'OCDE, de 2015 à 2018, la zone devrait atteindre une croissance annuelle de 5,6%. Des perspectives optimistes, malgré les inquiétudes de certains spécialistes quant à l'écart de richesse entre les différents pays qui composent l'ASEAN. On l'a dit, des puissances financières aux côtés de pays considérés comme pauvres. Allez, direction à présent Israël. Israël qui semble attirer de plus en plus les grandes fortunes mondiales. Et parmi les plus célèbres d'entre elles, le multimilliardaire russe Roman Abramovich. Plus de 30 millions de dollars déjà investis dans des startups du pays. La preuve sans doute que pour lui, une partie de l'avenir de la technologie se bâtit au Moyen-Orient. Découverte avec ce reportage d'Anthony Lesme. Roman Abramovich est un touche-à-tout. Multimilliardaire grâce au pétrole et au gaz russe, la 137e fortune mondiale est célèbre pour avoir acheté le club de football de Chelsea en 2003, avec lequel il a gagné la Ligue des Champions en 2012. Ces derniers temps, c'est en Israël qu'il se fait remarquer. Son goût pour les startups fait la une de la presse économique. Premier investissement début 2014, Storedot. Via sa société d'investissement Millhouse, Abramovich investit dans la jeune pousse 10 millions de dollars. Il fut séduit par une technologie à fort potentiel économique. Nous avons ici un Galaxy S5 dont l'alimentation a été spécialement modifiée. Nous le plaçons dans le chargeur et ça charge. Ici, on peut voir le pourcentage, la température de la batterie. Ce modèle charge en 2 minutes 100% de la batterie. Charger son mobile en seulement 1 minute, c'est l'objectif pour 2016. Reste à confirmer les partenariats avec les grandes firmes du téléphone mobile. Mais Doron Meyersdorf ne compte pas s'arrêter là. L'avenir, c'est surtout la voiture électrique. Nous sommes en train d'élaborer un prototype avec de nouveaux fonds. Il s'agit d'une nouvelle batterie capable de charger une voiture électrique en 5 minutes, capable de rouler plus de 480 km. Dénicher les pépites israéliennes, c'est aussi l'ambition de Morassia et de Shelly Hod Moyal. Expertes de l'écosystème du high-tech israélien, elles ont créé une plateforme de crowdsourcing l'année dernière.
Objectif, mettre en relation investisseurs et start-up. Sur les 2,5 millions de dollars collectés par les deux jeunes femmes, Abramovich y a participé à hauteur de 2,25 millions. En fait, c'est l'un des principaux investisseurs en Israël qui a recommandé à M. Abramovich de nous rencontrer et d'investir dans notre start-up parce que c'était pour lui une façon très intelligente et efficace de s'implanter en Israël. Depuis un an, 18 start-up ont été financées pour un montant total supérieur à 5 millions de dollars. Si le crowdfunding poursuit sa progression mondiale, plus 167% en 2014, iAngels a choisi d'aller plus loin que les plateformes traditionnelles, notamment en triant sur le volet les startups les plus prometteuses et en accompagnant au jour le jour les investisseurs dans leurs choix. Je pense qu'à l'avenir, nous verrons le secteur du crowdfunding se consolider, mais les plateformes qui pourront survivre et prospérer sont celles qui fourniront aux investisseurs une analyse de haute qualité avec des outils de gestion de portefeuille qui permettront aux gens de suivre à distance l'évolution de leurs investissements. Dernier coup de cœur pour Abramovich, Music Messenger. L'oligarque a investi 15 millions de dollars sur les 30 collectés. L'application compte déjà 1 million d'utilisateurs et elle permet la transmission par messagerie de ses morceaux préférés à une liste de contacts. C'est le 5e investissement en un an de l'oligarque, le 6e étant cet hôtel particulier acheté en plein cœur de Tel Aviv pour plus de 25 millions de dollars. Et tout cela participe évidemment à la flambée des prix de l'immobilier. Alors en ligne avec nous, Ben Amoyal, bonjour. Bonjour David. Gérant de portefeuille chez Premia Capital. Alors d'abord, la tendance, Israël attire de plus en plus, on le voit, les grandes fortunes mondiales, et notamment pour son savoir-faire dans les hautes technologies. C'est parti pour durer d'après vous ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un tissu économique qui se prête ici à la start-up. On est vraiment la start-up nation. Et on voit de plus en plus d'innovations où les brevets sont israéliens. Et donc ça attire non seulement des angels, donc des business angels, des particuliers qui investissent dans ces sociétés-là, ou des venture capital très présentes en Israël. Ouais, donc de toute façon, c'est bien vu, c'est vu d'un bon œil par les autorités. Ah oui, bien sûr, parce que tout ça, ça ramène déjà une autre façon de voir l'État d'Israël que par la guerre et par les problèmes. Et le deuxième point, c'est au niveau du PIB. Ça rajoute de l'activité à l'économie israélienne et ça, c'est bien sûr que c'est parfait. Et alors les outils pour orienter ces investisseurs et surtout repérer les vrais talents, les vrais potentiels, est-ce qu'ils sont au niveau ? On a parlé de crowdsourcing. Alors c'est au niveau de tout, mais je pense que ce qu'il faut faire, quand on est un investisseur et qu'on veut se tourner vers ce type d'entreprise, start-up, peu importe à quel niveau on va se situer, c'est vraiment de rencontrer le maximum d'entreprises, le maximum d'entrepreneurs, d'aller tourner dans les gros foyers que sont le Ternion pour aller repérer ces petites pépites-là et de se faire sa propre idée, de s'entourer des gens qui connaissent. Et outre la high-tech, Ben, quels sont les autres secteurs qui profitent aussi de ces afflux de capitaux ? On a parlé de l'immobilier, de luxe d'abord, évidemment. Oui, alors l'immobilier de luxe, c'est un petit peu quelque chose qui est à part. Il y a une forte demande en Israël de tout ce qui est appartement, villa de luxe, parce que tout simplement les gens qui sont à l'étranger voient Israël avec l'amélioration de la sécurité, un espèce de havre de paix et veulent investir en Israël parce qu'ils voient surtout les rendements qu'on a eus ces dernières années. Donc ils essaient d'investir. Merci beaucoup Ben Amoyal pour ces éclairages. On va passer au Media Watch. La revue de presse et la France à la une avec une fois de plus la hausse du chômage. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors malgré tout, c'est un rapport optimiste qui a été remis ce matin au gouvernement. Oui, il s'agit d'un rapport réalisé par France Stratégie et la DARES sur les métiers en 2022. Et le journal Les Échos a réussi à s'en procurer une copie. Et le principal constat que le quotidien met en avant, c'est que dans 7 ans, le vieillissement de la population sera devenu le principal atout du marché du travail en France. Autrement dit, les départs à la retraite vont permettre à d'autres d'être embauchés selon le scénario le plus optimiste. Si on additionne ces embauches aux créations nettes d'emplois, eh bien on devrait arriver à une moyenne de 800 000 postes à pourvoir chaque année, ce qui au final devrait faire baisser le taux de chômage à 7% alors qu'il est actuellement à plus de 10%. Très optimiste en effet. Toujours en France, Johanna, scandale, la présidente de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, elle aurait dépensé plus de 40 000 € en frais de taxi. Oui, 40 000 €, 40 915 € très précisément pour des déplacements professionnels mais aussi personnels
personnel. Le week-end, Agnès Saal explique avoir déjà remboursé une partie de la somme et justifié une autre partie des frais, mais c'est trop tard, le mal est fait, le scandale a déjà éclaté et certains médias s'en amusent, comme le Nouvel Observateur qui a calculé tout ce qu'on pourrait faire avec cette somme, avec 40 000 €. Alors on peut par exemple faire l'acquisition de 5 voitures neuves, acheter 222 222 tickets de métro, faire 80 allers-retours Paris-New York avec une compagnie low cost tout de même. On peut aussi faire un quasi-tour du monde en taxi avec la compagnie G7 et embarquer à bord de la grande roue qui se trouve à Paris, place de la Concorde, pour pas moins de 4000 tours. Ouais, ça fera de la pub à Uber aussi sans doute. Et puis Johanna, on reparle aussi de Shimon Peres, on en parlait la semaine dernière, qui renonce finalement à son contrat avec la banque israélienne Hapoalim. Oui, l'ancien président devait promouvoir la banque israélienne Hapoalim à l'étranger pour la modique somme de 30 000 $ par mois. Mais ce montant a été tellement critiqué à la fois par les politiques mais aussi par les internautes que Shimon Peres a préféré renoncer à ce contrat. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué en fin de semaine dernière lors d'une interview sur la 2e chaîne israélienne. Voilà, marche arrière pour l'ancien président. Merci Johanna, à très bientôt. À bientôt. Et c'est tout pour cette édition. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment les interactions entre économie et éducation. Restez avec nous, l'information continue.